Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Allez, on continue la vidéo sur l'origine de l'ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire. Donc aujourd'hui, partie 2. Vous êtes prêts? C'est parti! Intéressons-nous maintenant aux voies anaérobies productrices d'ATP. Et voyons dans un premier temps la fermentation lactique qui permet de subvenir aux besoins du muscle à court terme. Pendant les premières minutes d'un exercice physique exigeant, les rythmes respiratoires et cardiaques ne sont pas encore assez élevés pour fournir suffisamment de dioxygène aux muscles et ceux-ci vont en manquer. Le pyruvate, obtenu par glycolyse, ne pourra donc pas intégrer la mitochondrie. Il va subir une fermentation dite fermentation lactique car elle aboutit à la production d'acide lactique. Cela consiste en la transformation de 2-pyruvate grâce au composé RH2 produit par la glycolyse et ce, sans production d'ATP. Étant donné que la chaîne respiratoire ne fonctionne pas, le but de cette réaction est donc de restaurer les accepteurs R, c'est-à-dire le NAD+, dans le hyaloplasme. Ceux-ci serviront pour de nouvelles glycolyses qui seront à l'origine de la production d'ATP. On parle de métabolisme anaérobie lactique. Finalement, le bilan en termes d'ATP formé à partir d'une molécule de glucose se limite aux 2 ATP issus de la glycolyse. C'est un métabolisme transitoire qui s'effectue le temps que l'apport en dioxygène se régule et que la respiration puisse se mettre en route. Ce métabolisme ne peut donc perdurer, d'autant plus que l'acide lactique s'accumule dans les cellules musculaires, abaisse leur pH, ce qui occasionne de la douleur, de la fatigue et des crampes. L'acide lactique est transporté par le sang jusqu'au foie où il sera converti en pyruvate puis métabolisé. Intéressons-nous maintenant à l'hydrolyse de la phosphocréatine qui permet de subvenir aux besoins immédiats. La phosphocréatine est une molécule de créatine phosphorylée riche en énergie. Elle est utilisée dans les muscles pour régénérer l'ATP au départ de l'ADP lors des 2 à 5 secondes qui suivent un effort intense. Sa concentration est d'environ 20 mmol par kilo de muscle. La courbe représentant l'évolution de la teneur en phosphocréatine au cours du temps lors d'un effort bref et intense montre une évolution inverse de celle représentant l'évolution de la teneur en ATP au cours du temps. On constate qu'à partir du moment où la phosphocréatine est consommée, en parallèle apparaît de l'ATP. Ce dernier est très vite consommé, 14 secondes. D'autres mesures montrent que quand la teneur en phosphocréatine arrive à l'épuisement, de l'acide lactique apparaît. La fermentation lactique prend donc le relais pour la fabrication d'ATP. Ainsi, la phosphocréatine est une réserve énergétique immédiate qui laisse le temps aux autres voies métaboliques de se mettre en route. Au cours d'un exercice, le stock de phosphocréatine est épuisé en moins de 20 secondes. On parle de métabolisme anaérobie alactique, c'est-à-dire sans consommation de dioxygène et sans production d'acide lactique. Ce mécanisme ne nécessite ni apport de métabolites extérieurs, ni d'oxygène, ni aucune structure cellulaire particulière. Cette réaction est couplée à la synthèse d'ATP à partir d'ADP grâce à une enzyme, la créatine kinase. Vous l'aurez compris, ces 3 voies métaboliques, phosphocréatine, fermentation lactique et respiration, sont des voies complémentaires. Les stocks d'ATP musculaires étant très faibles, la fibre musculaire utilise l'ATP fourni selon les circonstances, par la phosphocréatine, par la fermentation lactique ou la respiration. Au cours d'un exercice, les réserves d'ATP et de phosphocréatine instantanément mobilisées permettent de réaliser immédiatement le travail musculaire. La fermentation lactique intervient ensuite en relais, permettant le maintien du travail musculaire en attendant que le système cardio-respiratoire s'adapte pour assurer un approvisionnement accru en dioxygène indispensable au métabolisme respiratoire. Ainsi, après un délai de quelques secondes, la dégradation des glucides a lieu par voie aérobie. Elle est à l'origine des contractions de plus longue durée et permet également de régénérer l'ATP après un effort. L'ensemble des réserves énergétiques de l'organisme, et non celles du muscle seulement, peuvent être mobilisées et le rendement en ATP est très élevé. Cependant, cette voie de production d'ATP est limitée par l'approvisionnement des cellules en dioxygène, lui-même soumis aux capacités des appareils respiratoires et circulatoires. Lorsque ces derniers atteignent leur capacité maximale, la fermentation lactique permet de fournir un surplus d'ATP. Ainsi, en fonction du type d'effort, l'une ou l'autre des voies sera favorisée. Intéressons-nous maintenant à l'adaptabilité de l'organisme aux pratiques sportives. Et voyons tout d'abord qu'il existe des fibres musculaires spécialisées. Les voies métaboliques sont différentes aussi bien dans leur processus chimique que dans les conséquences de leur réalisation. Le muscle présente ainsi des fibres musculaires différentes spécialisées dans les 2 grandes catégories de voies, aérobie et anaérobie. L'observation au microscope de coupe transversale de muscles de 2 sportifs révèle la présence de 2 types de fibres. Les fibres de type 1 de couleur rouge foncé et les fibres de type 2 de couleur rouge clair. L'intensité de la coloration traduit la présence de myoglobine, protéine voisine de l'hémoglobine et de couleur rouge. Les fibres de type 1 ont un métabolisme principalement aérobie, adapté à un effort long
mais de faible puissance comme l'endurance. Leur structure est adaptée à ce type de métabolisme. Elles sont riches en mitochondries réalisant la respiration cellulaire et possèdent une forte teneur en myoglobine, protéine fixatrice de dioxygène, ce qui leur permet d'avoir une réserve en ce gaz essentiel. Ces fibres sont richement vascularisées et fines, d'où la morphologie musculaire peu massive des coureurs de fond. Les fibres de type 2 sont utilisées pour des efforts courts et intenses. Elles sont très puissantes et peu résistantes à la fatigue. Elles ont elles aussi une structure adaptée à ce type de métabolisme. Elles ne possèdent pas de mitochondries et sont pauvres en myoglobine, car elles régénèrent leur ATP principalement par fermentation lactique. Leur forte réserve en glycogène leur permet de renouveler rapidement leur glucose. Ces fibres sont épaisses, ce qui explique la masse musculaire développée chez un sprinter ou un nageur de 100 mètres et de manière générale chez tous les individus pratiquant des efforts dits explosifs. La proportion des fibres dépend donc des individus et de l'activité physique qu'ils pratiquent. Les exercices d'endurance favorisent la présence de fibres de type 1, tandis que les exercices brefs et de résistance favorisent celles de fibres de type 2. Intéressons-nous maintenant aux réserves énergétiques corporelles. La consommation d'ATP est variable au cours du temps, et l'apport alimentaire l'est aussi, sans qu'il n'y ait de relation entre les deux. L'organisme doit donc réguler son métabolisme énergétique, emmagasiner des réserves de substrat ou les dépenser pour faire la pointe. L'ATP lui-même est une réserve d'énergie pour les cellules, mais son poids moléculaire est élevé, 507,18 g par mol, et il ne peut donner qu'une liaison riche en énergie. S'il fallait assurer notre besoin quotidien minimum en énergie, le métabolisme basal, soit 7500 kJ, il faudrait 124 215 g d'ATP. Or, notre organisme tout entier n'en contient que 250 g, ce qui nous assure en moyenne une autonomie de 52 secondes. Le glucose est un meilleur substrat énergétique pour les cellules. Son poids moléculaire est de 180,156 g par mol et il peut donner 36 liaisons riches en énergie par mol. S'il fallait assurer notre métabolisme basal avec du glucose en aérobiose, il en faudrait 471 g. Or, notre organisme tout entier n'en contient que 10 g, ce qui nous assure une autonomie d'une demi-heure. Le glycogène, polymère de glucose, est aussi une forme de réserve énergétique. Il peut donner 39 liaisons riches en énergie par mol. S'il fallait assurer notre métabolisme basal avec du glycogène en aérobiose, il en faudrait 424 g. Or, notre organisme tout entier n'en contient que 400 g, ce qui nous assure une autonomie de 22 heures et 30 minutes. Enfin, les triglycérides sont vraiment la meilleure forme de réserve énergétique de notre organisme. Ils peuvent donner 432 liaisons riches en énergie par mol. S'il fallait assurer notre métabolisme basal avec la graisse du tissu adipeux, il en faudrait 190 g. Or, notre organisme tout entier en contient 7000 g, ce qui nous permet de tenir un bon mois. Intéressons-nous maintenant au dopage qui augmente artificiellement les capacités de l'organisme. Des suppléments alimentaires de créatine permettent aux muscles d'augmenter leur réserve de créatine phosphate et donc de prolonger un peu un effort important. La créatine ne serait efficace que pour ce type d'exercice, intense et de très courte durée. En effet, elle n'améliore en rien les performances dans les sports d'endurance puisque les réserves de créatine phosphate sont limitées. Elles s'épuisent dans les premières minutes de l'activité. Cette supplémentation est légale. Les stéroïdes anabolisants, également connus sous le nom de stéroïdes androgéniques anabolisants ou SAA, sont une classe d'hormones stéroïdiennes liées à une hormone naturelle humaine, la testostérone. Ils augmentent la synthèse des protéines dans les cellules, entraînant une augmentation de tissu cellulaire, ce qu'on appelle l'anabolisme, en particulier dans les muscles. Le mot anabolisant vient du grec anabalo, qui veut dire repousser, et le mot androgène, qui vient du grec andros, l'homme, et de génane, qui veut dire produire, générer. Les stéroïdes anabolisants produisent également une augmentation de la masse musculaire et de la force physique et sont par conséquent utilisés dans le sport, notamment en musculation pour renforcer la force physique ou la masse musculaire. Leur utilisation à long terme peut avoir des conséquences graves pour la santé. Ils ont également des effets directs sur les tendons et des effets indirects sur les os. Devenus trop puissants, les muscles exercent une tension plus importante sur les tendons qui eux n'ont pas changé de volume et qui se trouvent alors fragilisés, pouvant se rompre et donner des tendinites. Les os soumis à des tensions plus fortes présentent plus souvent des fractures et un vieillissement précoce. L'utilisation de stéroïdes anabolisants est interdite par toutes les grandes instances sportives. Ce sont des substances réglementées dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, tandis que dans d'autres pays comme le Mexique et la Thaïlande, ils sont librement disponibles.